tout devait être fait pour éviter que l'horreur d'une nouvelle guerre globale ne se répète, revenant sur sa décision de lancer ses forces en Ukraine le 24 février dernier. Vladimir Poutine a répété que les autorités ukrainiennes préparaient une attaque contre les séparatistes pro-russes dans l'est du pays, qu'ils voulaient se doter de la bombe atomique et qu'ils étaient soutenus par l'OTAN. Menace existentielle pour la Russie, qualifiant son offensive de riposte préventive et de seule bonne décision. Pour en parler avec nous, Gamal Abina, vous êtes internationaliste et invité pour évoquer cette actualité. Gamal, nous vous retrouvons. Bonsoir Gamal Abina, ça fait donc 77 ans que la Russie a engagé, on va dire, ce défilé militaire qui a pour objectif d'assumer davantage, on va dire, la souveraineté de cet État russe, un défilé qui a donc lieu dans un contexte assez particulier. Gamal Abina, est-ce que vous avez finalement l'impression, je veux dire, avec cette grande parade militaire que la Russie a davantage fait montre de sa véritable, on va dire, de sa bagatelle d'armes, mais surtout de son armée, qui jusqu'ici lui rend des bons et de loyaux services? Oui, tout à fait. On est 77 ans après la grande guerre patriotique des Russes menée contre le nazisme, qui a duré tout de même de 41 à 45, qui a causé la vie, coûté la vie à entre 25 et 27 millions d'individus, essentiellement des civils, puisqu'il y a eu à peu près 3 millions de soldats tués. Donc ça représente à peu près 10% de la population qui a été exterminée par les nazis dans différents massacres de masse. Des millions de prisonniers qui ont été tués, laissés affamés, qu'on a affamés dans les camps nazis. Et effectivement, cette guerre a laissé un véritable traumatisme pour un peuple entier, puisqu'il faut se rappeler quand même que la moitié de la Russie avait été envahie par l'opération Barbarossa de Adolf Hitler le 22 juin 1941, et que 4 ans plus tard, c'est Hitler qui se suicide le 30 avril 1945 dans ce monde de guerre, parce que les Russes sont aux portes de Berlin et finissent par prendre la capitale au prix de coûteux efforts, puisqu'ils ont perdu un tiers de leurs forces armées dans la prise de Berlin. Donc ça donne une idée générale de ce qui s'est passé, le traumatisme des nazis, des néo-nazis qui existent aujourd'hui, effectivement, et cette démonstration de force, qui n'en est pas vraiment une en réalité. Les Russes sont coutumiers du fait, ils font tout le temps des défilés militaires le 9 mai, alors le 9 mai, effectivement. Pourquoi le 9 mai? Parce que c'est le lendemain de la signature des accords de capitulation, pour être très précis, entre l'Occident et les nazis qui se sont rendus du côté occidental. Donc les Russes, le lendemain, ont vu rouge parce qu'ils n'ont pas été conviés à cette capitulation, et ils ont fait donc de leur côté leur propre capitulation des nazis, alors qu'ils tenaient Berlin, avec le maréchal Keitel qui s'est rendu donc pour signer ces fameux accords. Donc les Russes ont l'habitude des confrontations militaires, c'est pas la première ni la dernière. Il y a eu la guerre froide qui a duré quand même très longtemps, mais surtout il y a un retour de la guerre froide aujourd'hui. Et lorsqu'ils font défiler la place rouge, donc la fameuse place rouge qui était la place des communistes à l'époque, ils font un défilé pour rappeler au monde qu'ils ont eu 10 ans d'humiliation dans les années 90, que pendant 20 ans, il a fallu reconstruire une Russie puissante militairement avec des armes de haute technologie, comme venez de le souligner effectivement. Il y a des armes de qualité, des armes de précision, des armes massives aussi. Il y a le fameux missiles intercontinentaux hypersoniques qui ont fait leur preuve récemment encore, puisqu'ils ont frappé une fois en Ukraine. C'est des missiles ultra puissants, rapides, précis, et qui ont des résultats assez édifiants. Et donc les Russes veulent démontrer par là que non seulement ils sont mettre à bord chez eux, mais sont aussi mettre à bord sur leurs frontières, et qu'on n'apportera pas le risque de l'OTAN à la frontière russe. Sachant, et vous l'avez dit aussi dans votre reportage, qu'il se trouve que les Russes sont confrontés dans le Donbass à une milice qui se réclame ouvertement du nazisme, qui est la milice, c'est les enfants en gros de Stéphane Bandera, qui est donc une milice néo-nazie qui se revendique du nazisme, dont les camps d'entraînement des jeunesses quasiment hitlériennes existent un peu partout sur le territoire, et qui ont intégré, c'est ça qui est le plus grave, qui ont fini par intégrer l'armée régulière. Donc il y a dans l'armée ukrainienne des milices néo-nazis qui évoluent, et c'est la raison pour laquelle les Russes considèrent qu'ils combattent non pas une armée ukrainienne, mais une armée néo-nazie ou nazie. Gamal, il faut dire que pour ce qui est de cette édition, on n'a pas eu le défilé aérien. Le gouvernement russe a d'ailleurs justifié cela par des conditions climatologiques. Est-ce que c'est une raison fiable à votre avis? Alors c'est une volonté propre du Kremlin qui n'a pas voulu notamment déployer son avion qualifié apocalyptique par le reste de l'Occident? Est-ce que c'est une stratégie purement mise en place par le Kremlin, Gamal? Alors, je pense qu'il n'y avait pas beau temps à Berlin. Excusez-moi, j'ai une bêtise. Il n'y avait pas beau temps à Moscou, ça c'est vrai.
Les avions de combat qui volent par un temps nuageux, c'est pas vraiment formidable, mais c'est peut-être une excuse. Je pense que les Russes sont les meilleurs avions de combat au monde aujourd'hui. Les Sukhoi ont fait largement leur preuve. Ils ont aussi les meilleurs missiles, puisque le missile avant-garde est le plus rapide au monde, le plus précis. Ils ont des capacités militaires considérables, mais n'ont pas répondu à un agenda qui était attendu du côté occidental, d'une démonstration de force aérienne et terrestre combinée pour montrer que les Russes sont les plus forts. Ils n'en sont plus là. Ça fait très longtemps qu'ils ont dépassé ce jeu de bras de fer, ce jeu de montrer ses muscles. Les Russes sont très forts parce qu'ils l'ont montré. C'est eux qui ont libéré l'Europe. On a tendance à l'oublier. C'est pas les Américains. Les Américains sont venus prendre des miettes en Europe quand les Russes reprenaient tout le territoire jusqu'à l'Europe centrale. Donc les Russes ont fait un travail considérable. Ils ont quasiment libéré 3 quarts de l'Europe. Et aujourd'hui, ils sont en mesure, s'ils le voulaient, ils ne le font pas, d'envahir l'Europe sans aucune difficulté parce qu'ils en ont les moyens aéroportés. Les avions Yushin, c'est des gros porteurs. Ils peuvent porter beaucoup de matériel sur place. Ils peuvent aéroporter beaucoup de soldats, de troupes au sol. Ils ont des capacités terrestres considérables. C'est la plus forte armée d'Europe, il ne faut jamais l'oublier. Donc les Russes ne sont pas inquiets à ce niveau-là. Ils n'ont pas besoin de démontrer leur puissance. Ils l'ont démontré dans 5 ou 6 interventions récentes jusqu'à la Syrie récemment. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi les Russes n'ont pas à sortir les avions de combat? Simplement parce que les Sukhoi, les derniers modèles Sukhoi est extrêmement puissant. C'est un des plus véloces au monde. Il semble que les performances de ce Sukhoi soient supérieures même aux Rafale français qui se vantaient d'être l'armée le plus puissant, l'avion le plus puissant au monde. Aujourd'hui, le Sukhoi fait largement l'affaire et surtout, que ce soit le 34 et autres. Puis surtout, il y a une chose importante, il ne faut pas perdre de vue parce que j'ai envie de rappeler quand même que la Russie n'a pas développé une industrie civile suffisamment importante, même très faible en vérité, parce qu'elle a mis beaucoup d'énergie à développer du militaire de haut niveau. Que les Russes sont les premiers à avoir été dans l'espace. Ils ont envoyé un chien, Laika, dans l'espace, puis ensuite un homme dans l'espace, Yuri Gagarin. C'est les premiers à avoir investi donc le champ extraterrestre hors de la Terre. C'est les premiers à avoir investi effectivement, ils ont été en retard sur la bombe atomique, mais après avoir investi effectivement les missiles intercontinentaux, puis les missiles hypersoniques, donc encore plus rapides, qui vont à 26 000 km/h. Les Russes ont une arme qui est très connue, la plus connue, c'est la Kalachnikov, qui est l'arme la plus redoutable sur tous les théâtres d'opération, désert inclus, puisqu'elle ne s'enraye jamais. Lorsque les Russes utilisent des armes, elles ne sont pas forcément de très haute technologie, mais leur capacité dans la durée et la qualité de leur armement n'est pas à démontrer aujourd'hui. Alors c'est vrai que les démonstrations de force sur le terrain d'un défi militaire sont une chose, mais aujourd'hui la démonstration de force qu'on voit actuellement, c'est surtout en Ukraine face à une armée ukrainienne, qui était quand même une armée très bien équipée, qui était une armée des deux blocs de l'Est, qui était une armée qui a été réarmée par l'Occident, très en retard en vérité, mais qui est une armée qui a démontré en une seule journée que son aviation allait être clouée au sol avec une forme de blitzkrieg, c'est un jeu de mots effectivement par rapport à le blitzkrieg des nazis, une guerre éclair qui a écrasé littéralement toute l'aviation ukrainienne, 150 avions de combat écrasés au sol. Donc aujourd'hui, les Russes n'ont pas à démontrer leur puissance. Ce qu'ils démontrent, c'est quoi? C'est juste qu'ils sont déterminés et qu'ils n'ont même pas besoin de mettre des avions au ciel pour démontrer qu'ils sont capables de les déplacer. 1500 avions de combat quand même, mobilisables à tout moment. De cette actualité russe avec cette déclaration du président Vladimir Poutine qui a dit qu'il faudrait tout faire pour éviter l'horreur. Alors, dans ce discours de Vladimir Poutine, Gamal Abina, est-ce qu'il faille davantage comprendre que l'on s'éloigne de l'hypothèse d'une troisième guerre mondiale? Alors, on n'a jamais été dans une hypothèse de troisième guerre mondiale. Le problème, il faut bien comprendre, et c'est ce que j'aimerais que le public comprenne, c'est qu'on a poussé à la faute les Ukrainiens avec un président fantoche, un ancien comique, un acteur qui a été fabriqué par la télévision, qui a été porté au pouvoir par un oligarque qui tient la télévision. On l'a poussé à la faute et on l'a poussé en lui faisant croire qu'il intégrerait rapidement, ce qui était impossible puisque les critères sont très stricts, l'Union européenne, la première étape, et surtout qu'il intégrerait l'OTAN. Là encore, il faut à peu près 10 ans pour espérer avoir une adhésion à l'OTAN. Donc on l'a poussé en faisant croire qu'on allait l'aider, que si les Russes intervenaient, et on s'attendait à une intervention russe, les Américains n'ont pas été le crier sur tous les toits, eh bien ils seraient aidés. Ils n'ont pas été aidés, et l'Occident, au sens large, que ce soit l'Europe ou l'extrême Occident comme l'Amérique, se sont positionnés comme des faiseurs de troubles qui n'assument pas la responsabilité. Et quelle réponse ils ont apporté à cela? Deux réponses. Des sanctions économiques qui prennent tout leur temps pour arriver, puisque même le gaz russe, soi-disant, arrêterait d'être acheté à partir du 15 août. Vous imaginez un peu la force de la sanction. Ils prennent tout leur temps pour arrêter la livraison de gaz russe, parce qu'on sera en été et qu'il y a moins de besoins, effectivement. Et surtout des sanctions militaires en massant des troupes, faiblement massées d'ailleurs aux frontières de l'Ukraine, mais pas en Ukraine. Après, ils prétendent envoyer des armes sur le territoire ukrainien, et c'est là que les Russes les ont mis en garde. Ne dérapez pas, sinon nous pourrions vous frapper durablement et durement. Mais tout ça, c'est surtout un jeu de paroles et de provocations. On sait parfaitement que la ligne rouge, elle est connue.
Il suffirait que les Russes frappent sur un pays de l'OTAN pour qu'effectivement il y ait un engrenage, ou que de l'autre côté, l'OTAN envoie des forces OTAN, je ne parle pas de matériel militaire, mais bien des forces de l'OTAN, donc des militaires de l'OTAN d'actifs, après un commandement unifié contre la Russie, ce qu'ils ne font jamais. Donc le risque nucléaire, et encore moins le risque de conflagration, est quasi nul, on le sait parfaitement, mais ils préfèrent nous raconter des histoires pour essayer de se rassurer quelque part. Afrique Média. Le monde, c'est nous.